OK, on va s'intéresser à Learning Pulse. C'est c'est un outil qui a été créé par un chercheur de l'Open University de, des Pays-Bas, de mémoire. Euh, c'est un projet qui utilise les biosenseurs portables. Dans le fond, on s'intéresse aux données de l'étudiant, les données physiques. Euh, Puis, il y a aussi un questionnaire auto-rapporté. Dans le fond, on demande à l'apprenant, puis comment tu te sens, un peu comme à la FOVEA. Le test a été fait auprès de 9 doctorants pour l'instant. L'idée, c'était de tester le modèle. Leur conclusion, c'est que le modèle fonctionne assez bien. C'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Donc, ça combine des senseurs, notamment les pulsations cardiaques, et des réponses. Il faut savoir que les participants à cette recherche-là ont été sondés toutes les heures de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Donc, beaucoup de données ont été rapportées. Ils se sont basés sur le modèle arc-en-ciel que vous voyez là pour voir, c'est un modèle qui rejoint le flow. Et là, je ne peux pas vous dire de qui parce qu'il y a trop de syllabes comprenant pas assez de voyelles pour pouvoir le dire. Quand je le dis entre nous, est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré, Anne? Sklopolokowski, d'après moi. C'est quelque chose comme ça. Donc, le flow, c'est le moment où est-ce qu'on se sent à la fois et compétent et on sent qu'on relève un défi. C'est comme la tendance, c'est de dire qu'on est sur son X. Donc, c'est comme le moment où est-ce que tout va bien, ça fonctionne bien. On est suffisamment compétent puis suffisamment intéressé et motivé par la tâche pour pouvoir le faire. Puis l'idée, c'était de voir est-ce qu'on est capable de mesurer cet état de flow-là. Alors, on a posé des questions aux étudiants, puis on s'est intéressé aussi à leur contexte. Dans le fond, vous avez ici leur modèle, différents modèles. Il faut savoir que quand ils se sont intéressés, je m'approche parce que c'est écrit ici, ça va très bien. Dans le fond, il faut savoir que dans leur modèle et dans l'article, ils disent qu'ils se sont intéressés au contexte. Il faut savoir que la Open University, c'est une université en ligne, un peu comme la TELUC l'est au Québec. Donc, les apprenants, ils apprenaient de façon autonome, pas nécessairement dans leur classe, mais ils faisaient l'activité d'apprendre en ligne. Et le contexte, et moi je me suis intéressée au contexte, on l'avait vu dans la définition la semaine dernière, le contexte d'apprentissage, mais pour eux, le contexte, c'est la météo. Bon, ben, ça prend ça une fois de temps en temps. J'imagine que, je sais pas, peut-être que ces gens-là, je connais pas très bien le contexte, mais peut-être qu'il pleut souvent puis que ça atteint leur morale, peut-être, je ne sais pas. Mais bref, leur contexte pour eux, c'était la météo et différentes activités, notamment les pulsations cardiaques. Et ce que vous voyez dans le téléphone, dans le fond, c'est une application où est-ce qu'il y avait un, j'ai envie de dire slider, Michel, tu vas m'aider, un glissoire, une jauge horizontale. Allons-y pour une jauge horizontale. Il y avait une jauge horizontale et leur téléphone sonnait à toutes les heures, puis on leur demandait, puis comment ça va? Et là, il y avait les informations à remplir et ils ont collecté des données. Dans le fond, est-ce que vous vous sentez productif? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous sentez que l'activité est un défi pour vous? Et le dernier, il me semble que c'était est-ce que vous vous sentez compétent? Dans le fond, on retrouve là les quatre carrés, les quatre extrémités du carré arc-en-ciel que je viens de vous montrer. Donc, la façon que ça fonctionnait, c'est que ces données-là ont été collectées. Euh, L'idée n'était pas tant de définir le moment où l'apprentissage était le meilleur. On ne s'est pas intéressé à leur réussite scolaire. On n'est pas allé voir leurs notes. L'idée, c'était de voir, d'apprécier, disons-le comme ça, d'apprécier cette variation-là dans le temps. De voir là, est-ce qu'il y a un moment où il se sentait dans la journée, par exemple, il se sentait moins préparé ou plus préparé, plus compétent, moins compétent, de voir varier leur niveau de stress. C'était vraiment un coup de sonde. Nous, on a communiqué avec la personne qui a créé ça, qui s'appelle Daniel avec un E, mais qui est un homme, sachez-le, si vous voulez communiquer avec lui.
Et dans le fond, il nous a dit, ça c'est un coup de sonde, on ne va pas révolutionner l'éducation avec ça. On n'a pas été capable de cibler un moment ou un contexte particulier, notamment entre autres parce que c'était dans un contexte d'apprentissage autonome, dans une université qui ressemble à la TELUC. Cela dit, leur chorégraphie de collecter des données est intéressante et a plein de potentiel. Elle est un peu dans la lignée de, je ne sais pas si vous avez ça sur certains sites, là, on a vu des mini au primaire avec des bandeaux là, pour mesurer leur activité cérébrale là, pour voir là, si ce qu'on fait en tant que prof sollicite les bonnes parties de leur cerveau. Mais là, on a un avant-goût. Ce qui est intéressant dans leur étude, c'est que à la fois les pulsations cardiaques, à la fois le contexte, peu importe lequel il soit, il est croisé avec la perception de l'étudiant sur son vécu. Donc, beaucoup de données ont été récoltées. Le défi, ça va être de transférer ça à un contexte d'apprentissage qui est peut-être en présence ou de pouvoir, comme on le disait tantôt, un des défis, c'est d'analyser ces données-là. Mais sachez qu'à l'international, des initiatives comme celle-ci existent présentement. Moi, je me souviens qu'à la fin de sa présentation, c'est un 20 minutes bien condensé. Puis là, il arrive pour nous dire sa contribution, lui, ce que c'est. Puis finalement, c'est d'avoir un beau jeu de données pour jouer dedans. OK, je pense que c'est un défi. Là, on a les données. L'intérêt, c'est d'avoir des méthodes pour le traiter. Mais ça prend des données pour être capable d'en faire quelque chose. Dans ce cas-ci, on a mesuré, on a collecté, mais on ne s'est pas nécessairement rendu à les analyser et les communiquer pour faire quelque chose. Mais assurément qu'on a mesuré et collecté beaucoup de données. Est-ce que Michel est en mesure de reprendre la balle? Yes. Ah, OK, oui. D'après vous, est-ce qu'on pourrait implanter ça dans votre milieu? Il y aura un intérêt. Il faut savoir que dans certains cégeps, en éducation civique, mais peut-être bientôt dans d'autres domaines aussi, on prête des montres avec des fonctions de mesure et de collecte de données pour justement, là, entre autres, là, en éducation civique, je pense que c'est l'ensemble 2 qui dit qu'on doit améliorer sa performance. Mais dans mon temps, à moi, on écrivait un journal de bord, puis on avait vraiment envie de lui dire qu'on s'était amélioré. Mais avec des montres, avec des senseurs, dans le fond, on a une vision, peut-être, on a une collecte de données, une mesure de données qui peut être interprétée vraiment d'une autre façon. Assurément que ça pose la question c'est un peu invasif, hein? Effectivement, c'est pas parce que ma pulsation cardiaque montre que j'ai nécessairement un stress de performance ou que je vis un moment agréable avec la matière qui m'est présentée. Il y a beaucoup d'intérêt pour la mesure. On a vu dans les dernières années beaucoup de mesures. On est moins dans la communication et l'analyse, mais assurément que tout ce qu'on collecte et mesure, ça questionne énormément. Martin veut savoir en quoi c'est invasif. Oui, ben, c'est qu'on le fait chez nous, puis je trouvais ça intéressant. Moi, ma fille, quand elle était ici au cégep, avait été m'entraîner avec un soir, puis elle avait été chercher la montre, elle avait le dispositif, elle est allée prendre ses pulsations cardiaques. Elle avait fait le choix de le faire, puis de s'en servir pour inscrire ses données. Puis, je vois pas en quoi c'est invasif, parce que moi, invasif, là, c'est une intrusion, soit dans la vie personnelle, ou soit quelque chose qui vient te chercher des données, puis que t'es pas d'accord avec, là. Je pense qu'à partir du moment où c'est sur une base volontaire, et que 2, on peut la mettre et on peut l'enlever. On n'est pas suivi en tout temps. Donc, quand elle allait s'entraîner, elle prenait sa montre. C'est peut-être différent de l'exemple d'avant où c'était en tout temps pendant 7 heures. J'ai des exemples en tête que je nommerai pas, mais supposons que tu es supposé de faire un travail, mais que finalement, ton travail, ça te géolocalise ailleurs. C'est toujours une question d'outils, puis de savoir ce qu'on veut faire avec, puis d'être transparent dans son utilisation. Exact.
d'obtenir le consentement des étudiants aussi, puis de leur expliquer en quoi ça va servir. Peut-être même de rendre des résultats, de les rendre, je veux dire, confidentiels pour le prof, que le prof ne sache pas nécessairement qui est au bout de la ligne, mais qu'il puisse faire quand même des rétroactions, par exemple. Je suis d'accord avec Sébastien que la sécurité des données, c'est important, mais il n'en demeure pas moins que je parle comme secrétaire de mon comité d'éthique à la recherche, là. L'invasivité, l'être invasif, c'est nos définitions dans ce contexte-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle a fait le choix. L'outil qui est utilisé, c'est uniquement en fonction sur les données transférées sur le monde, et il n'y avait pas rien de diffusé dans Internet pour autant, là. Parfait. Ah, je trouve ça, si tu permets, Michel, moi, je trouve ça super intéressant. Quand vous dites l'idée, ce serait peut-être de savoir ce qu'on veut faire avec avant. Il y a tout un enjeu d'interprétation, d'analyse de ces données-là. Je trouve ça intéressant quand l'étudiant, justement, l'élève prend en charge ces données-là. C'est souvent, il est le dernier à être au courant de la transparence de l'algorithme ou de la réflexion qu'on a faite. Mettons, on pourrait très bien penser fournir ces données-là sans nécessairement les analyser puis en faire quelque chose. Pour l'institution, on pourrait très bien les partager à l'étudiant puis lui dire voici un portrait. C'est peut-être que tu as une réflexion à tirer de ça, peut-être pas, mais voici un portrait là, de la situation. C'est intéressant. C'est exactement ce que lui propose en même temps. C'est vrai? Dans le chat. Donc, voir comment les étudiants eux-mêmes vont interpréter leurs propres données. Par rapport à une moyenne ou une autre collecte de données ou une distribution là, de données par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'aurait pu s'attendre l'enseignant, par exemple, je pense qu'il y a nécessairement une part de responsabilité de l'étudiant là-dedans. Ou par rapport à un objectif que l'étudiant lui-même se serait fixé. Je propose de continuer avec le prochain exemple. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt, le Academic Reporting Tool, qui est un outil développé par l'Université du Michigan, qui sont assez forts quand même en matière de learning analytique. En fait, ils ont un beau laboratoire où il essaie plein de choses finalement. Ça va dans à peu près toutes les directions. Celui qu'on a choisi de présenter, ça permet entre autres aux étudiants de choisir des cours de façon peut-être plus éclairée. Donc, aller voir des données qui ont été amassées au fil du temps, des données qui proviennent de l'institution, mais aussi des étudiants. Donc, on demande aux étudiants de se prononcer sur les cours, comme on le fait déjà assez régulièrement dans les institutions, mais on se sert de ces données-là pour les redonner aux étudiants en contexte de choix de cours. On peut utiliser les évaluations des enseignements, on peut aller voir les types d'étudiants qui ont suivi ces cours-là, donc les profils des étudiants. Puis ça permet aussi de fournir aux profs des portraits d'étudiants aussi. Donc, le prof peut mieux savoir qui est dans sa classe. C'est un peu comme un Rate My Teacher, comme vous avez peut-être déjà rencontré. Elle n'est pas dessus maintenant, là, vous direz après. Donc, les Rate My Teacher, Rate My Professor, qui ont été plus populaires il y a un certain temps, mais qui invitent les étudiants à se prononcer sur leur prof, mais c'est un peu parti en vrai à un moment donné. Là, on demande de qualifier si le prof est hot, finalement. Là, on est comme à un autre niveau, disons. Mais là, c'est vraiment des données plus institutionnelles ou plus présentables, finalement. Puis suite à ça, ils sont en mesure de faire un certain nombre de propositions, finalement. Donc, on peut voir les cours les plus populaires, par exemple, ceux qui ont eu le plus grand nombre d'étudiants inscrits. On peut voir les domaines qui sont, je vais dire, tendance. Excusez-moi, ça sonne en même temps. Des domaines qui seraient plus tendances. Donc, on parle des cours qui ont eu la plus grande progression du nombre de diplômés, par exemple. Donc, si on veut voir quels sont les domaines tendances, finalement. Les cours surprenants, donc ceux pour lesquels le ratio durant les évaluations, là, le ratio entre l'intérêt et le désir de prendre ce cours. Donc, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça soit le fun, mais finalement, ça a été le fun. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé les cours surprenants. Il y a quand même des listes de cours au hasard. Donc, une fois qu'on a tout paramétré, de donner la chance finalement de tomber sur un cours pour lequel on n'aurait pas eu d'intérêt au départ, mais qui pourrait nous intéresser.
Puis ça reste un enjeu, ça, on parle beaucoup de système de recommandation, on en a parlé la dernière fois, on va en reparler un petit peu tantôt, mais d'avoir la chance de tomber sur quelque chose par hasard qui pourrait nous intéresser, ça reste intéressant. Donc, c'est un paquet d'outils, là je vous en ai présenté 6, mais une fois qu'on est connecté en tant qu'étudiant à l'Université du Michigan, évidemment, ça permet entre autres de mieux connaître les étudiants. Donc, par exemple, le prof, il peut voir dans quel programme sont inscrits les étudiants qui sont dans leur cours. C'est peut-être moins approprié au collégial, quoi qu'en formation générale, ça reste intéressant, mais si on enseigne dans un programme en particulier, ben, on se doute bien que les étudiants qui sont là sont inscrits dans ce programme-là. Mais on peut voir aussi les cours qui ont été complétés par la majorité des étudiants avant de prendre ce cours-là. Donc, ça permet d'adapter un peu le contenu aux besoins. Donc, de voir tous les cours qui sont suivis en même temps. Ça permet aussi pour les institutions, parce que dans ce cas-là, il y a plusieurs campus, d'aller chercher qui serait le meilleur prof pour donner un cours. Évidemment, on s'épargne la question syndicale, ou qui a déjà enseigné, parmi ceux qui pourraient l'enseigner, quels autres cours ils ont enseignés. Fait que si on essaie de faire des liens entre plusieurs cours, ça pourrait être facilité, par exemple. Donc, évidemment, de le faire systématiquement, c'est peut-être pas nécessaire, mais si on voit que dans un programme, il y a un problème de rétention, par exemple, bien, on pourrait s'assurer de choisir le prof qui va pouvoir faire le plus de liens avec les autres cours pour faciliter l'apprentissage des étudiants. Donc, c'est des données qu'on a souvent déjà, donc des données qu'on a soit à l'intérieur de l'institution, soit suite aux évaluations qu'ont fait les élèves des cours de l'enseignement, disons. Mais l'innovation ici, c'est que ce sont des données qui sont ouvertes et disponibles pour les étudiants. Donc, ce n'est pas des données d'habitude auxquelles on a accès, sauf si on demande sur Facebook, avez-vous déjà pris ce cours-là? Ça donnait quoi? Hey, ce prof-là, qu'est-ce que tu en penses? Mais là, ça devient plus systématisé. Mais ça reste quand même confidentiel. Puis, on s'écarte un peu du Rate My Teacher quand même. Est-ce qu'il y en a qui considéreraient cet outil-là? Donc, est-ce qu'on implante ça dans votre collège? Et si oui, à quoi il faut penser? Qu'est-ce que ça impliquerait? Vous êtes moins nombreux à vous prononcer. Moi, je pense à une idée qu'on avait déjà eue quand j'étais au collégial, là. Puis c'était un cours qui est donné, un cours de philo, mettons, qui est donné par plusieurs profs, philo 2, mettons. Il est donné par plusieurs profs qui ont des styles différents parce qu'il y a le plan cadre, mais il y a toute la saveur individuelle, disons, qui est ajoutée. Puis je me dis, peut-être que ça pourrait être intéressant pour un étudiant, pas tant de magasiner ses profs sur leur pertinence, mais juste sur leur style. Moi, je donne des cours qui sont effervescents, puis je sais très bien que ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais si dans une grande université, l'étudiant pouvait, ou dans un collège ou justement en philo, où est-ce qu'on se dit, ben, il y a différentes. Ah, ce prof-là, ben, il est plus, je sais pas moi, socio-constructiviste. Celui-là, il est un peu plus behavioriste. Ça serait pas ces étiquettes-là, là, mais je réfléchis tout. Je dis peut-être que ça pourrait être intéressant de le savoir plutôt que juste de voir apparaître un cours dans son horaire. Cela dit, ça peut permettre à certains élèves de se conforter, puis s'ils sont confortables dans leur métier d'étudiant traditionnel, d'aller vers des profs qui correspondent à cette description-là, pour avoir documenté pendant ma thèse le parachutage de certains profs, de certains étudiants dans des cours de classe d'apprentissage actif à laquelle ils ne s'attendaient peut-être pas. Peut-être qu'ils n'auraient pas pris ce cours-là, mais peut-être qu'ils n'auraient pas vécu l'expérience d'être déstabilisés. Moi, je me mets entre les deux. Mon opinion est mitigée. Je vois que la question syndicale revient, évidemment. On ne se prononcera pas, on va juste dire que la question revient. Qu'il y a effectivement des dangers aussi, puis il y a des dangers que le prof enseigne pour avoir une bonne évaluation. Ah, Véronique, j'aime pas ce que je lis. J'aime pas l'étude que tu cites.
qui a montré que les compétences des femmes qui enseignent à l'université ont tendance à être sous-évaluées dans les évaluations faites par les étudiants. J'aime pas ça. On est plus frileux peut-être un peu avec celle-là. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu plus frileuse aussi. Séverine, je te repasse la balle. Merci. Ça fait pas long, je te trouve plus. Je suis là. Je l'ai volé. Parfait.